cette année-là, dans tout le royaume, la plus terrible famine sévissait. Les femmes étaient trop affaiblies pour nourrir leurs enfants, et durant tous les jours, les hommes partaient à la recherche de nourriture. Ils revenaient les mains vides. Ma femme, je n'ai point trouvé de feu. Ma femme, je n'ai point trouvé de pain. Ma femme, je n'ai pas trouvé de lait. Ma femme, je n'ai rien rapporté. Nous sommes perdus. Nous sommes maudits. Pour toujours. Notre bébé aussi. Donne-le-moi, ma femme. Que je le berce, ma femme. Que je le caresse, ma femme. Que je l'endorme. Janvier 1789, convocation des États généraux. Nous, Louis, roi de France par la grâce de Dieu, désirons que des extrémités du royaume et des habitations les moins chacun puisse nous faire parvenir ses vœux et ses réclamations, de manière que par une mutuelle confiance et par un amour réciproque, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État, et que nous soit apporté, à nous particulièrement, le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps. Mars 1789, les cahiers de doléances. Frère, le temps de la justice est venu. Frère, notre bon roi Louis XVI, de par la grâce de Dieu, se penche sur notre état. Frère, notre bon roi vous invite à lui écrire sur des cahiers appelés cahiers de doléances. Frère, le temps de l'espérance est venu. Écrivez-lui vite. Oh, quel bon roi, Gaspard, quel bon roi. Gaspard, Mestine, nous avons entendu? Quel bon roi. Prends du papier. Oh, du papier, j'en ai point. Enfant Gaspard, le papier c'est un lusque. Je peux prendre un carré de notre drap? Notre drap? Et dans quoi on nous enterra? On va pas désigner pour un drap, non? Un drap, maintenant. Je commence par Gabelle. Oh oui, écris Gabelle au roi. J'écris Gabelle. Avec quoi que je marque? Avec quelque chose de noir. J'ai pas de noir. Vous avez quelque chose de noir, de blanc, de rouge? Du rouge, bah, faut du sang. Tiens, coupe-moi. Ah, ça dame, non. Je te Coupe-moi, couperai pas je te pour la dis. Gabelle. Coupe-moi, je te dis. Non, je te couperai pas. Coupe-le. Coupez. Alors je me coupe. Écris Gabelle. Bah, écris, toi. Je sais même pas faire un gueux. Comment qu'on fait un gueux? Gabelle. Si vous n'avez rien écrit, on ne pourra rien changer. 5 mai 1789, la réunion des États généraux. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous interpréter une célèbre comédie, La Réunion des États Généraux. La scène commence à Versailles. Je viens de faire un rêve atroce. Un cauchemar terrible. Je viens de rêver que j'étais totalement fauché. Necker, mon ministre, toi qui penses moi, viens ici tout de suite. Necker, j'ai plus d'argent, donne-moi. Mais j'en ai pas. Tu n'auras pas? Bien, Necker, demi-tour, je te renvoie. Je sais, j'en ai pas, mais nous avions une idée. Une idée quelle idée? Vous ne vous en souvenez pas? Nous avons convoqué les États généraux. Les États généraux. Qu'est-ce que c'est que ça, les États généraux? Nous l'avions décidé ensemble.
on fait venir tous les richards du royaume, on fait semblant de leur demander de leur argent. Enfin, leur idée, évidemment, et on prend tout leur argent. J'aime beaucoup. J'adore. Quel coulon, celui. États généraux! Moi, je suis de la noblesse. Sur le peuple, je m'engraisse. Et moi, je suis le clergé. Non. Et moi, je suis le tiers état. Venu loin, fier d'être là. Ça sent comme une odeur de fumier. Non, ça sent la bouse. Non, je dirais même que ça sent la merde. Oh, fais mon fils, mais quel vilain mot. Mais qui êtes-vous donc, mon fils? Je suis le représentant du tiers état. Le tiers état? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 25 millions de Français. Oh, c'est une infamie. La déconfiture. Oh, laissez-moi faire. Monsieur du tiers état, approchez que je vous donne ma bénédiction. Encore un peu, baissez-vous, là. Le serment du dépôt. Je vais leur montrer de quoi le peuple est capable. Mais où suis-je là? Où suis-je? Oh mais oui. Mais c'est une salle de jeu de paume. Ah, j'ai une idée. Et si nous nous réunissions ici avec mes camarades du tiers état? Pour faire le serment solennel de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie sur des fondements solides. Monsieur, devant l'enthousiasme de ce peuple, qu'allons-nous devenir? Mon fils, je ne sais plus où j'ai la tête. Ah si, laissez-moi faire. Messieurs du tiers état, bonjour. Bonjour, monsieur. Mon camarade et moi-même, nous passions par là, et alors nous sommes dit que peut-être... Une petite partie de balatous. Mais certainement, messieurs, soyez les bienvenus. Réfléchissez, messieurs. Qu'aucun de vos projets, aucune de vos délibérations ne peuvent à force de loi sans mon approbation spéciale. C'est moi qui suis le garant naturel de vos droits respectifs, et tous les ordres de l'État peuvent se reposer sur mon équitable impartialité. C'est moi qui, jusqu'à présent, fais le bonheur de mes peuples. Jusqu'à présent, oui. Messieurs, je vous ordonne de vous séparer tout de suite et de vous rendre chacun dans les chambres affectées à votre ordre. J'ordonne aux conséquences au grand maître des cérémonies de bien vouloir faire préparer les salles. Non! Qui êtes-vous, vous? Comte de Mirabeau. Quelle est cette insultante dictature? L'appareil des armes, la violation du temple national pour nous commander d'être heureux. Nous qui sommes revêtus d'un sacerdoce politique et inviolable, nous enfin de qui seuls 25 millions de Français attendent un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu de tous. Sachez que nous sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, fils, restez si vous êtes si bien ici. Tout aurait pu s'arrêter là, mais la fausse bonté du roi cache une affreuse traîtrise. À peine l'Assemblée nationale s'est-elle enfin instituée, le tiers-état, la noblesse et le clergé enfin réunis, que Louis XVI rassemble autour de Paris plus de 20 000 soldats qui lui sont entièrement dévoués pour intimider la capitale et préparer un coup de force. Et le 11 juillet, il renvoie Necker, le seul ministre populaire. 11 juillet 1789, renvoi de Necker. Les soldats bloquent toutes nos réserves, détournent tous nos convois. À Paris, ils tiennent nos députés entre leurs griffes. Ils n'attendent qu'un ordre, qu'un seul pour raser Paris. Mais êtes-vous donc bien lâches? Mais qu'attendez-vous pour vous révolter? Les laisserez-vous donc faire? 14 juillet 1789, la piste de la Bastille. Je vais vous raconter comment le peuple de Paris a pris la Bastille. Mais avant de vous raconter comment on a pris cette Bastille, il faut d'abord que je vous raconte comment tout a commencé. Parce que vous pensez bien qu'on n'a pas eu l'idée comme ça. On s'est pas dit, tiens, aujourd'hui on va prendre la Bastille. Non. C'est arrivé après une longue suite d'événements et de souffrances qu'il faut que je vous raconte.
En mai 89, les États généraux s'étaient réunis. Et pour tout le peuple de France, et le peuple de Paris en particulier, ça avait représenté un immense mouvement d'espoir. On s'était dit que les choses allaient changer, que nos misères allaient prendre fin. Et voilà même que, naïvement, on s'était repris d'amour pour le roi et de confiance en lui. Puis, les jours sont bien passés, bientôt les semaines, et on s'est aperçu qu'en réalité, rien ne changeait. Le roi n'avait pas du tout l'intention d'abandonner quoi que ce soit de son autorité. Mais au contraire, il était bien décidé à la reconquérir entièrement et à nous avoir à nouveau à sa merci. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas grand-chose à manger cette année-là. La récolte avait été très mauvaise en 1788. L'hiver 89 avait été très long et très rude. Et partout, c'était la famine. Et à Paris, il fallait faire la queue pendant des heures devant les boulangeries. Et il y avait des enfants qui mouraient par centaines. Et bien voilà que le roi, au lieu de remédier à cet état de choses, comme c'était son devoir après tout, s'est dit au contraire que c'était un très bon moyen pour nous remettre au pas, comme il disait. Il s'est arrangé pour nous affamer encore davantage. Il n'y avait plus un chariot de grains qui rentrait dans Paris, plus un chaland de farine sur la Seine, plus rien à manger. Tout était détourné, réquisitionné pour Versailles, pour le roi, pour la reine et pour la cour. Et puis voilà que, non content de nous affamer, il a voulu aussi nous effrayer. Et puis un beau jour, on s'était aperçu que Paris était entouré par 20 000 soldats. Et pas n'importe quel soldat, non, pas des soldats français, parce qu'ils s'étaient dit que les soldats français, c'était des gens comme nous, qui pouvaient fraterniser avec nous. Alors ils avaient fait venir des mercenaires, des étrangers, des Suisses, des Autrichiens, des Allemands, et ils les avaient placés à toutes les portes. Et même à l'intérieur, au Champ de Mars, à l'école militaire, presque dans le Marais et à l'Assemblée. Et nous, quand on les voyait, ces gens-là, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font là? Si le roi les a fait venir, c'est qu'il a les pires intentions contre nous. C'est qu'il veut faire sauter Paris, nous massacrer, chasser nos députés. Et on avait très peur. Et c'est ça qu'il voulait. Alors il avait une autre idée. Necker, le ministre, nous, à tort ou à raison, on l'aimait bien Necker, on le considérait comme un ami. Et c'est lui qui, quelques années auparavant, avait divulgué les dépenses de la cour. C'est lui qui a montré que la grande misère du peuple venait en grande partie de là. Et ces impôts si lourds à porter, eh bien c'est lui qui a demandé à ce qu'ils soient répartis équitablement et à ce que les nobles en payent leur part. Et les États généraux qui avaient tant représenté d'espoir, eh bien c'est lui, Necker, qui avait soufflé au roi de les convoquer. Donc pour tout cela, nous on l'aimait bien, Necker. Et justement, parce qu'on l'aimait bien, le roi l'a renvoyé. Quand la nouvelle du renvoi de Necker est arrivée sur Paris, on s'est dit, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ce serait pas honnête. Cet homme-là qui nous a défendus, maintenant qu'il est dans l'ennui, c'est à nous de le défendre. Je me souviens, la nouvelle de son renvoi est arrivée le 12 juillet à Paris, très exactement. C'était un dimanche, il faisait beau, alors on s'est dit, eh bien, on va manifester. Au pacifiquement remarqué, on n'avait pas d'armes ni rien. On était aux Tuileries par ce beau dimanche d'été, un peu comme si on avait été à la promenade, avec les femmes, avec les enfants, mais aussi avec des bustes de Necker qu'on avait trouvés dans des musées, qu'on avait voilés de crêpe et qu'on portait sur nos épaules pour montrer qu'on n'était pas content et qu'on portait son deuil en quelque sorte. Et bien là, dans cette foule, oui, je vous le répète, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé là-dedans avec des dragons à cheval et sabre au clair, les dragons du prince de Lambeth. Le prince lui-même chargé à la tête de ses troupes. Alors là, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous imaginez ce que cela peut donner, des charges de cavalerie dans une foule comme cela. Si vous imaginez la terreur des gens, la panique, la bousculade, les gens qui courent de tous les côtés, qui trébuchent, qui tombent, qui se piétinent. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que les gens ont eu peur. Oh oui, ils ont eu peur, mais ils n'ont pas abandonné. Et au contraire, le tocsin s'est mis à sonner dans toutes les églises de Paris et le canon a donné au palais royal pour prévenir les autres, ceux qui étaient restés chez eux, qu'il fallait qu'ils descendent et qu'on avait besoin d'eux. Et le miracle, c'est qu'ils sont tous descendus et qu'on s'est réunis par quartier, par corporation, dans les églises, dans les lieux publics, partout où on pouvait se réunir. Et on s'est dit, cette fois-ci, pour une fois, on va pas se laisser faire. On va se défendre. Et pour se défendre, il faut trouver des armes. Et c'est ça qui était pas facile. C'est que nous, des armes, on n'en avait pas.
C'est tout juste si on savait où il y en avait. Alors on s'est mis à courir de droite et de gauche. Il y en avait qui disaient il faut forger des pics. Alors on s'y est mis. 50 000 pics en 236 heures. C'était pas si mal. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des pics contre des canons? Alors on a pillé les magasins d'armuriers. Il y en a même qui ont été au garde-meubles. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des vieux fusils, des vieux canons, des vieilles armes qui dataient de la guerre de 100 ans. Vous pouvez rien faire avec ça. Alors on a été aux Invalides. Et quand ils ont eu l'information qu'on s'y portait en foule, qu'on avait l'intention de s'en emparer, la garnison a reçu l'ordre de les cacher dans les caves. Et ça, nous, on l'a appris. Alors on a défoncé toutes les portes. On a dévalé les escaliers jusqu'à ce qu'on les trouve, les fusils. Et les premiers, mettez-vous à leur place. Une fois qu'ils avaient leur fusil en main, ils n'avaient plus qu'une idée. C'était de remonter. Et là encore, ils se heurtaient dans le flot des gens qui descendaient. Il y a même des malheureux qui ont failli rester là, étouffés dans le fond des caves. Mais enfin, quand même, aux Invalides, on a trouvé 20 000 fusils et 20 canons. Nous voilà avec nos fusils, pas de poudre et pas de balles. Et qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs dames, sans poudre et sans balles? Alors ça a recommencé. Les magasins de salpêtres. Les gardes françaises aussi en avaient des balles, qui fraternisaient avec nous, qui les partageaient. Mais ça n'en faisait pas assez. On était presque 40 000 à ce moment-là. Alors d'un seul coup, il y a un bricage. De la poudre, des balles. Et on a, vous savez où? À la Bastille! Alors on y a été à la Bastille, et on s'est adressé à Delaunay, le gouverneur de la Bastille. On lui a dit Delaunay, donne-nous des armes! Il a pas voulu nous en donner, mais on s'est dit ça fait rien, on les prendra quand même. Et on a mis le siège devant la Bastille. Mais la Bastille, c'est un château fort, c'est une forteresse, avec des murs comme ça, des ponts-levis, des grilles. On savait pas comment entrer dans ce machin-là. Alors on était là autour, on piétinait, on s'énervait. Et puis, à l'intérieur, il y avait une délégation qui avait réussi à rentrer. Parce qu'ils avaient à leur tête un député... Thuriot, il s'appelait le député. Et Thuriot, il essaya de convaincre Delaunay de nous ouvrir les portes, qu'il n'y aurait pas d'effusion de sang. Mais Delaunay, il voulait rien entendre. Alors Thuriot, il est ressorti gros joint comme devant et il nous a dit « Je peux rien pour vous !» Alors notre désespoir n'a plus connu de fond. On était impuissants au pied de ces murailles. Quand il y en a un chez nous, un plus malin que les autres, un charron c'était. Il est passé par le toit des casernes qui jouxtaient la Bastille. Et avec une hache, il a rompu les chaînes du premier pont-levis. Quand le premier pont-levis est tombé, on s'est engouffré dans la première cour. Et alors, ils se sont mis à nous tirer dessus. La double garnison de Launay, un régiment d'invalides et de Suisses. À un moment, il y a eu une deuxième délégation qui est aussi l'hôtel de ville, mais cette fois avec le drapeau blanc en tête, parlementaire. Et nous, mettez-nous à notre place. Quand on a vu le drapeau blanc, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé nos armes, on a cessé de tirer. Eh bien, eux, ils ont tiré sur la délégation et sur le drapeau blanc. Alors on a dit, ça fait rien, plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés, eh bien ça comblera les fossés, on pourra passer. Et c'est ce qu'on a fait. On est passé de la première cour dans la deuxième, et de la deuxième dans la troisième. Nos rangs s'éclaircissaient. Il y en avait qui tombaient, il y avait des morts et des blessés. Il y avait du sang qui coulait, de la fumée partout parce qu'il y avait le feu dans les cuisines. On n'y voyait plus à 10 pas. On ne savait plus qui était avec nous, qui était contre nous. Mais on avançait. Et puis à un moment, les soldats, ils ont eu honte. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train d'égorger le peuple de Paris, de tuer leurs frères, et ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors, ils ont baissé leurs armes. Ils ont refusé de tirer sur nous. Ils ont forcé Delaunay à se rendre. Fou de terreur, il était Delaunay. Et il s'est rendu. Et on l'a prise la Bastille! On l'a prise! Citoyens, le roi a renvoyé les 20 000 hommes et a rappelé l'équerre. Le roi viendra à Paris pour recevoir la cocarde. Dès demain sera entreprise la démolition de la Bastille et nous danserons sur sa ruine. Le peuple est vainqueur! 15 juillet 1789, la fête de la prise de la Bastille.
fête de la prise de la Bastille se termine par la nomination de Lafayette au commandement de la garde nationale bourgeoise. C'est une milice bourgeoise composée de citoyens aisés, censés rétablir l'ordre sans revenir à l'armée royale qui n'est plus femme. Le pouvoir du roi recule. L'armée royale se trouve désarmée. La garde nationale bourgeoise se met alors en place. Je suis touché jusqu'au plus profond de mon cœur. Et puisque vous m'offrez le commandement, je vous prie de ne plus faire de bruit. Je vous invite à rentrer chez vous et à vous taire. Je vous demande instamment de ne plus vous attrouper, de ne plus vous rassembler. J'interdis toute manifestation intempestive. J'interdis toute fête, toute festivité, toute réjouissance, tout mouvement de bonheur qui pourrait de quelque façon que ce soit troubler l'ordre des propriétaires. Et sachez bien une chose, la révolution est finie. Regardez, regardez. Ne partez pas! Ne partez pas! Il reste encore quelque chose à voir! Allez, s'il vous plaît, ne partez pas! Nous avons ici un grand docteur, un prophète que chacun peut consulter. La nation est malade. Docteur Jean-Paul Marat, peux-tu la guérir? Elle est malade de manque d'amour. J'aborde la licence, les violences, le dérèglement. Mais quand je pense qu'il y a actuellement dans le royaume 15 millions d'hommes qui se languissent de misère, qui sont près de périr de faim, et quand je pense qu'après les avoir réduits à ce sort affreux, le gouvernement les abandonne sans pitié, traitant scélérats ceux qui s'attroupent, les poursuit comme des bêtes féroces, mon cœur se serre de douleur et se révolte d'indignation. Je jure de mettre ma gloire à instruire le peuple de ses droits, à lui souffler l'audace de les défendre, et à le cingler chaque jour, jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés. 11 juillet, début août 1789, la grande peur. À la nouvelle de la révolution parisienne dans les campagnes, le peuple des campagnes apprend que ses frères de Paris ont réussi à faire disparaître la Bastille et à conquérir la liberté. Alors il se défait de la peur. Il détruit toutes les ancestrales preuves de sa servitude. Il détruit toutes les chartes. Alors, la noblesse tout entière et les hauts dignitaires de l'Église, devant le désespoir du peuple, se prennent d'amour pour lui. Ils se dépouillent de tous leurs privilèges. Mesdames, Messieurs, je vous relis ce que vous venez de décider en cette nuit. L'Assemblée nationale vient de décider L'abolition du droit exclusif de la chasse des Garennes et des Colombiers. L'abolition de la qualité de serfs et de la main morte sous quelque dénomination qu'elle existe. L'abolition de toute juridiction seigneuriale. L'abolition de toute taxe en argent représentatif de la dîme. L'abolition des droits de déport. De vaca, des anates, De la pluralité des bénéfices. Elle vient de promulguer l'égalité de tous devant l'impôt de quelque espèce qu'il soit. De promulguer l'admission de tous les citoyens sans distinction aux emplois civils et militaires. De promulguer l'établissement d'une justice gratuite débarrassée de la vénéité. Elle vient de décréter L'abolition des privilèges particuliers des provinces et des villes. Et la réformation des compagnies de maîtrise. L'Assemblée fera frapper une médaille et chanter un tédéum solennel d'action de grâce pour éterniser la mémoire de ce jour. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez assister à un authentique débat parlementaire sur la question des droits de l'homme et du citoyen. Nos députés vont se produire parmi vous. Nous vous demandons la plus grande attention. Messieurs, je suis chargé de vous lire notre projet de déclaration des droits de l'homme.
1er. Chaque homme tient dans la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d'être heureux. Article 2e. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-être, chaque homme tient dans la nature des facultés. C'est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté. Article 3e. De l'usage de ces facultés dérive le droit de propriété. Oui. Article 4e. Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. Oui. Article 5e. Mais chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l'inégalité entre les hommes. L'inégalité est donc dans la nature même. À Paris, l'hiver approche et la famine. Payés par le complot aristocratique, les boulangers affament le peuple. Pendant ce temps, à Versailles, le roi et la reine s'empiffrent. Et le roi continue d'opposer son veto aux décisions importantes. Alors, les femmes décident d'aller à Versailles et de ramener le roi à Paris. C'est la deuxième grande victoire du peuple durant les journées d'octobre. Marchons au pas, camarades. Rends-toi dans le monde de tous les paysans avec tous tes frères artisans. Devant cette victoire qui lui échappe, l'Assemblée nationale, représentée par 3 députés, décide de décréter la loi martiale. À terre. Allez, à terre. Un peuple libre doit être raisonnable. Si vous ne renoncez pas à ces actes précipités et illégaux, vous creuserez à vous-même votre propre tombeau. Et tous les honnêtes citoyens fuiront votre capitale qui ne sera bientôt plus qu'un désert. Laissez-nous les missions difficiles, car nous seuls sommes les détenteurs de l'ordre et la légalité. La révolution est finie. En vertu de quoi, l'Assemblée nationale, considérant que la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois, que ces temps de crise nécessitent momentanément des mesures extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, décrète la présente loi martiale. Article 1er. Lorsque la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux déclareront que la force militaire doit être utilisée à l'instant pour rétablir l'ordre. Article 2e. Cette déclaration se fera en portant et en exposant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge. Article 3e. Au signal seul du drapeau, tous les attroupements avec ou sans armes deviendront criminels et devront être réprimés par la force. Article 4e. Faute pour les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix par les officiers municipaux 3 sommations de se retirer tranquillement. La première sera d'exprimer en ces termes. Avis est donné que la loi martiale est proclamée. Que tout attroupement sont criminels, on va faire feu, que les bons citoyens se retirent. À la 2e et 3e sommation, il suffira de répéter. On va faire feu, que les bons citoyens se retirent. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelques violences ou ne se retirait pas après la dernière sommation, ceux qui pourront être arrêtés seront punis d'un emprisonnement d'1 an s'ils étaient sans armes, de 3 ans s'ils étaient armés, et de la peine de mort s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Citoyens timides, les hommes qui aiment leur repos, les heureux du siècle dernier ne redoutent rien tant que les émeutes populaires. Elles visent à détruire leur bonheur en amenant un nouvel ordre des choses. Ils ne parlent que d'abaisser le peuple. Ils ont pour cela de justes raisons. Mais la liberté ne vient que des émeutes populaires. C'est une émeute populaire qui a fait tomber la Bastille. C'est une émeute populaire qui a fait avorter le complot aristocratique. L'Assemblée nationale n'entra en activité que grâce aux émeutes populaires. C'est donc aux émeutes populaires que nous devons tout, et l'abaissement des riches et l'élévation des petits. Citoyens, cette loi ne servira qu'à vous anéantir. Réveillez-vous, citoyens. Réveillez-vous. Dégagez. Allez, allez. Maintenant que, par cette loi salutaire, nous avons offert à la liberté le cadre dans lequel elle peut librement s'exercer,
Nous décrétons que désormais l'Assemblée nationale ne sera composée que de députés pouvant payer une contribution de 50 livres. En effet, seuls les jeunes de biens ont les qualités suffisantes pour administrer l'État. Or, nul n'adoptera l'administration de l'État s'il n'est propriétaire. D'où l'on conclura que les riches doivent gouverner les pauvres. Et pour commencer, et pour consolider. La richesse. Le régime. Et le 19e siècle, car ne l'oublions pas, il est là, aux portes. Nous allons procéder ici même à la mise en vente des biens de l'Église. Approchez, approchez. Amis bourgeois, achetez pour une bouchée de pain tous les biens de l'église. Faites des bénéfices monstrueux avec un peu d'argent. Allez, amis bourgeois, régalez-vous. Aujourd'hui, grande vente aux enchères d'un domaine appartenant aux bénédictins de Saint-Gilles, avec abbaye, château, terre à blé, grenier à foin, meubles, vaisselle, mise à prix 5000 livres. 6 000 Qu'aurons-nous gagné à détruire l'aristocratie des nobles si elle est remplacée par l'aristocratie des riches? Voyez comment parmi nous, l'avarice et la cupidité ont divisé les bons citoyens. Maintenant la cour, le ministre veut un prétexte pour faire égorger les bons citoyens. Le prétexte le voici. Le roi s'enfuit! Tout changement est aujourd'hui fatal. Tout avancement de la révolution est aujourd'hui désastreux. La question, je la place ici. Allons-nous terminer la révolution ou allons-nous la continuer? Vous nous faites un grand mal quand on perpétue ce mouvement révolutionnaire qui a détruit tout ce qu'il y avait à détruire, qui nous a amenés à l'endroit où on devait s'arrêter et qui ne cessera que par la détermination de tout ce qui peut composer la nation française. Si la révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger. Un pas de plus sur la ligne de la liberté, et c'est l'anéantissement de la royauté. Un pas de plus sur la ligne de l'égalité, et c'est l'attentat à la communauté. La révolution est finie. Que ne puis-je faire passer dans l'âme de mes concitoyens les feux qui consument la mienne? Que ne puis-je rallier à ma voix 2000 hommes déterminés? Juste ciel, que ne puis-je montrer aux tyrans de ce monde un exemple effrayant des vengeances populaires? Je le dis dans la sincérité de mon cœur. Puisque notre seul espoir est dans la guerre civile, je fais des vœux pour qu'elle éclate au plus tôt. Perfide! Vous criez qu'il faut éviter la guerre civile? Qu'il ne faut point jeter parmi le peuple de brodeaux de discorde? Mais quelle guerre civile est révoltante que celle qui fait voir tous les assassins d'une part et toutes les victimes en défense d'une autre? Pouvez-vous faire un crime à celui qui veut armer les victimes contre les assassins? Que le combat s'engage sur le fameux chapitre de l'égalité et de la propriété. Que le peuple renverse toutes les anciennes institutions barbares. Que la guerre atroce du riche contre le pauvre cesse d'avoir ce caractère de toute audace d'un côté et de toute lâcheté de l'autre. Oui, je le répète, tous les maux sont à leur comble. Ils ne peuvent plus empirer. Ils ne peuvent se réparer que par un bouleversement total. Voyons le but de la société. Voyons le bonheur commun. Et venons, après 1000 ans, changer ces lois grossières. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira.